Mafia, drogue, prostitution, guerre. Cette semaine, dans Chemin de Traverse, je vous emmène à la rencontre de Françoise Coin-Grousset. Cette ancienne grande reporter a sillonné les endroits les plus sensibles de la planète pour nous parler de la condition des femmes. Elle nous reçoit chez elle aujourd'hui. Bonjour Françoise. Bonjour Grégoire. Je suis très content de vous rencontrer. Merci. Merci de m'accueillir ici. Quand un journaliste rencontre une journaliste, on a toujours des choses à se dire. Vous grandissez à La Roche-sur-Yon, bien que vous étiez pensionnaire un peu plus loin à Nantes. À Nantes, oui. Et ensuite, j'ai fait toutes mes études à Paris, à l'école de journalisme. Avant tout, j'ai passé mes diplômes de l'école supérieure de journalisme, des hautes études internationales et les hautes études sociales, ce qui à l'époque était un niveau maîtrise. Et en fait, ce qui m'a vraiment fait débuter dans le journalisme, avant j'avais fait quelques articles, mais j'étais à Kaboul au moment de l'entrée des Russes. Et il n'y avait aucun journaliste. Donc là, on est en 79 ? On est 79, exactement, décembre 79. Donc j'en ai profité. Le seul téléphone qui fonctionnait était celui de notre ambassade, ce qui fait que pendant presque 15 jours, je n'ai pas dormi. J'ai alimenté la presse aussi bien française et américaine. Et au bout de 15 jours, j'ai fait un peu un marché en disant « D'accord, je continue, mais vous aussi, vous allez travailler avec moi ». Et c'est comme ça vraiment que j'ai commencé à être une vraie journaliste. Alors vous étiez souvent la seule femme ? J'étais la seule femme, c'était pas souvent. C'est à l'époque, dans tous ces pays, il n'y avait pas d'autres femmes. Je travaillais toujours quand je rencontrais des confrères australiens, américains, européens. J'étais la seule femme, oui. Vous travailliez pour quels journaux à l'époque ? J'étais freelance, donc j'ai travaillé pour tous les journaux qui acceptaient de prendre mes articles. Ouais. Alors, journaux de province en France, Le Progrès, j'ai beaucoup travaillé. À l'époque, le propriétaire était Monsieur Lignel, qui m'a fait une confiance totale et qui m'a donné des pages entières. C'est vraiment lui, je pense, qui m'a fait démarrer. Les autres journaux de province, Ouest France, l'Alsace, Le Matin Magazine, à l'époque... qui très vite m'a donné 7-8 pages. Il faut préciser aussi que je faisais les photos. Et puis plein d'autres magazines, enfin ceux qui me demandaient un article, ou moi quand je revenais, je proposais. Et comme c'était des sujets peu exploités, j'ai eu cette chance aussi. Maintenant, ça serait beaucoup plus difficile. Vous étiez indépendante, freelance, oui. C'est ça, c'est vous vous envoyiez spécial. Oui, je choisissais mes pays. Vous-même. Ça, pour moi, cette liberté était... essentiel. Avec toujours ce moteur de parler de la condition des femmes ? Toujours, oui, au départ, c'est ce qui m'a fait rentrer un peu dans ce métier aussi. Françoise, parmi tous ces reportages que vous avez pu faire, photos et textes, quels sont ceux qui vous ont le plus marqué, ceux qui ont été les plus poignants ? L'Afghanistan, les Philippines. Les Philippines sous Marcos. Sous Marcos. Corruption, et surtout à l'époque, on en a, je crois que c'est moi qui ai lancé, la presse internationale a repris certains de mes articles. Il y avait un gros problème dont personne ne parlait. Marcos avait envoyé ses troupes dans une petite île qui s'appelait Samar. Il voulait récupérer les terres sans donner un centime aux paysans qui étaient propriétaires de ces terres. Nous sommes dans les années 80, là. Oui, grâce à Monseigneur Sin. J'ai eu toujours beaucoup d'appui dans tous les pays. En Philippines, Monseigneur Sin était l'archevêque des Philippines. Il avait une position, il était très diplomatique. Il était en même temps, il voyait Marcos, mais moi, il m'a aidé. C'est grâce à lui que j'ai pu faire tous ces reportages. Samar, je suis arrivée officiellement, j'étais une religieuse française. Parce qu'évidemment, toute intrusion étrangère n'était pas permise. Il fallait se cacher. Oui, il fallait se cacher. Et là, je dois... Grâce à eux, j'ai eu des éléments, j'ai pu prouver ce que tout le monde savait, mais personne ne l'écrivait. Et puis alors, Mindanao, là, la situation était totalement inverse.
la minorité musulmane était considérée comme une minorité inférieure. Ils n'avaient pas droit d'accès aux mêmes universités, aux mêmes droits que les autres habitants de cette île du Sud. Et il y a eu une révolte qui, à l'époque, bon, pour moi, me semblait très naturelle. Elle venait des jeunes, ils ont monté des groupes armés. Et là, j'ai vécu avec un des maquis pendant 3 semaines. Et ça a été très, très intéressant. Et c'est là où j'ai vu la police secrète de Marcos. C'était vraiment très bien faite. Quand je suis revenue de Mindanao, on m'avait dit de ne pas rentrer directement à Manille, mais officiellement, j'étais ethnologue aussi, parce que j'ai quand même fait des études aussi d'ethnologie, et de rester à Palawan. Et à Palawan, officiellement, j'étais là pour étudier une des tribus. Et dès le premier soir, on m'a demandé d'aller habiter chez une dame, et chez cette dame qui avait une très, très belle propriété. Chez cette dame, j'ai rencontré un monsieur qui était tellement sympathique. Il s'est présenté comme colonel, parlant anglais couramment. Et c'est à Manille, j'ai su qu'il était. C'était lui le chef des services secrets. Donc, Françoise, l'Afghanistan, les Philippines, mais aussi la Bolivie. Hein. Oui, la Bolivie. Là, j'ai pu avoir énormément d'enseignements. C'est la seule fois, je crois, au monde où officiellement nous avons eu un gouvernement de mafieux au pouvoir, qui ne se cachaient pas. Tous les pays dont la France les avait condamnés, mais néanmoins, ils étaient là, ils avaient un très grand pouvoir. L'objet de votre reportage était de révéler, parce qu'aucun journal à l'époque français n'en parlait. Et oui, mes articles ont fait un peu de bruit, je pense, quand ils ont paru. Les 70, 80, on l'a dit. Aujourd'hui, comment voyez-vous ces pays comment ont-ils évolué à vos yeux ? Ça dépend lesquels, vous me direz. Exactement. Mais concernant la condition des femmes, pour certains d'entre eux. Je pense que dans certains, même dans beaucoup, surtout Turquie, Iran, Afghanistan, la condition de la femme a reculé énormément. En Extrême-Orient, au Congo, là, c'est une liberté d'expression complètement annihilée, complètement détruite, qui n'existe plus. On le voit tous les jours avec ces jeunes qui manifestent et qui vont un jour être écrasés comme à Tiananmen. La politique chinoise détruit toute liberté d'expression. Donc, non, je suis très pessimiste. Cambodge, je n'ai pas été depuis trop longtemps pour juger les faits actuels. Vous y étiez à l'époque des Khmers rouges. Oui. Là, ça a été C'est-à-dire j'étais avant, surtout. J'ai connu l'époque du roi, de Sihanouk, qui nous a reçus, Sihanouk recevait tous les Français, elle les traitait comme des amis. Enfin, peut-être pas tous les Français, mais il suffisait de résider un peu à Phnom Penh. C'est un pays magnifique. Pour moi, le Cambodge et le Laos, ce sont les pays les plus extraordinaires. Pourquoi ? Parce que d'abord, les gens s'expriment en français. Et il n'y avait pas cette barrière de langue. Je n'avais pas besoin d'avoir un interprète en permanence qui pouvait parfois changer le sens de mes questions. C'est ensuite que vous avez vu l'horreur. Ouais, l'arrivée des Khmers rouges a été... Et surtout après, j'ai malheureusement fait partie du premier avion qui a débarqué à Phnom Penh quand... Ce n'est pas moi qui ai employé ce terme, mais quand Phnom Penh n'avait pas encore été nettoyé. Donc les cadavres étaient là. Et même maintenant, ça m'est difficile. Je ne pourrais jamais en parler. Enfin... C'est quelque chose d'horrible. J'ai retrouvé la tête d'un ami suspendue à un croc de boucher. C'est des choses... C'était un des derniers pays. Moi, je n'ai plus jamais... Je suis partie et c'est là où j'ai vu que... Bon, j'avais un fils qu'il fallait que j'élève, qui était en bas âge. J'avais un mari extraordinaire parce qu'il me permettait de partir, ce qui à l'époque, il faut y voir les choses en face. Beaucoup de Français n'auraient pas accepté. Mais là, j'ai vu que oui, ma famille était avant tout prioritaire, surtout. Donc, j'ai arrêté de travailler, enfin, faire ce genre de reportage, j'ai arrêté de faire des reportages qu'on appelle de guerre, enfin, couvrant des pays en difficulté. Après l'horreur du Cambodge, vous arrêtez de couvrir
les pays en guerre, mais cependant, vous continuez votre travail de journaliste, de grand reporter. Oui, vous faites plus d'art, des photos d'art aussi, beaucoup de photos d'art pour vous faites Larousse. Des portraits de villes, oui. Des portraits ou des reportages un peu plus faciles, qui vous tourmentent un peu moins. Enfin, cette partie de Hong Kong. Il y a Hong Kong notamment. Oui, Hong Kong, cette partie-là, oui, j'ai décrit Hong Kong tel qu'il était à l'époque, les réfugiés chinois et les camps. Mais cette partie-là était beaucoup plus difficile, couvrant la drogue. Et c'est grâce à la police britannique que j'ai pu le couvrir, parce qu'ils m'ont beaucoup aidé, protégé en même temps, sur tout ce qui était opium. Enfin, qu'est-ce qu'on découvre dans votre reportage à Hong Kong? Nous sommes dans les années 80, là aussi. 82, je sous pense. Sous domination anglaise. Britannique, oui. Jusqu'en 99. Oui, oui, là déjà, les gens avaient peur. Mais Hong Kong... Peur de... du futur changement politique. Les gens appréhendaient, savaient très bien. Bon, tout le monde savait ce qui se passait en Chine et ils ont eu un statut quand même beaucoup plus ouvert. Enfin, vous savez actuellement ce qui se passe. Malheureusement, tout ce qui est liberté d'expression et de presse est complètement annihilé. Françoise, vous êtes battue en quelque sorte finalement pour remettre en avant la condition des femmes dans ces pays. Depuis que vous avez arrêté d'être grand reporter, vous êtes battu pour autre chose, contre cet oubli. Votre maison, c'est finalement un musée de la résistance et de la déportation en Vendée. C'est pour ça qu'on voit autant de panneaux où sont venus se mélanger, parce qu'on vous l'a demandé lors des Journées européennes du patrimoine, de mettre en avant aussi votre travail de journaliste ici, de grand reportage. Beaucoup de choses à découvrir ici. Merci en tout cas de nous avoir reçu ici, chez vous, à La Roche-sur-Yon, et de bien avoir voulu nous parler de toute cette période qui a été quand même très poignante pour vous, à travers votre métier de grand reporter sur des conflits souvent difficiles à vivre. Merci en tout cas de nous avoir témoigné de tout ça, et puis plein de belles choses. Je crois qu'il faut pour aussi la suite, ici rester optimiste, parce que malheureusement la plupart de ces pays restent aujourd'hui, ont des situations épouvantables aussi sur le plan humain. Rien n'a changé. Ça, c'est difficile aussi à accepter. Donc, espérons que l'humanité deviendra plus respectueuse de nos libertés essentielles. Sur cette belle phrase, on se quitte et nous, on se dit à bientôt pour un nouveau numéro de Chemin de Traverse. Merci Grégoire. Merci Françoise.